Transformation digitale. Les universités et les grandes écoles y sont toutes confrontées. Un influenceur est particulièrement en vue dans le monde de l'enseignement supérieur, Benoît Anger. Suivez-le et vous en saurez beaucoup plus sur notre monde, sur demain, sur ce qui va se passer. On sera en avance de phase avec lui. Benoît Anger, vous êtes DGA de Neoma Business School et vous vivez au quotidien la transformation digitale des établissements supérieurs. Bonjour Benoît Anger. Bonjour Gilbert. Alors, top 20 des influenceurs sur Twitter, hein, c'est ça? Oui, dans le top 20. Voilà. C'est bien. Oui, depuis quelques années. Bon, on ne peut pas lutter contre le ministre de l'Éducation, mais voilà. Et il y a quelque chose, quand on regarde vos interviews et quand on regarde ce que vous proposez, vous n'y allez pas de main morte. Vous parlez carrément de métamorphose digitale. Qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, je pense que ce qui est important de comprendre, on a tendance à se focaliser sur le mot digital, de transformation digitale. D'abord, nous on pense que c'est une transformation technologique, c'est-à-dire que digital, ça va être un peu réducteur. Digital, l'équivalent français, c'est numérique. C'est une transformation globale. Et on est convaincu chez Neoma, et je suis convaincu que la transformation, enfin le mot important, c'est transformation justement, plus que digital. Parce que le digital va avoir des effets, va avoir des impacts, mais du coup, ça va transformer toute la structure, toute l'organisation. Et j'aime bien le mot métamorphose parce qu'en fait, on passe d'un état à un instant donné, la transfo digitale arrive, et en fait, on va arriver à quelque chose de complètement nouveau, de complètement repensé. Et le terme métamorphose, du même coup, il englobe aussi la transformation des individus. Oui, bien sûr. Voilà. Et il ne faut pas oublier cette dimension humaine. Tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt. Non, je ne pense pas. Et justement, c'est la partie humaine, c'est la partie la plus difficile. Ouais. S'il s'agit juste de mettre des outils en place, tout le monde sait le faire. C'est pas ça l'enjeu. Mais c'est comment... un peu d'argent et puis c'est fait. Quoi. Voilà, on va plus ou moins vite. Mais accompagner la transformation de l'organisation, de ses modes de fonctionnement, des compétences des gens qui travaillent dans l'école, dans l'enseignement supérieur. Enfin voilà, c'est une vraie mutation, quoi. Donc une métamorphose. Donc une métamorphose, d'où l'expression de Benoît Anger, métamorphose digitale. Les grandes écoles sont-elles assez agiles? Elles sont prêtes? Alors vous déménagez dans un nouveau bâtiment, donc c'est l'occasion aussi, j'imagine, de faire cette métamorphose. Et votre regard, vous avez traversé plusieurs grandes écoles durant votre parcours. Où est-ce qu'on en est? Je pense que les écoles ont pris conscience de ce besoin de se transformer. Pour une raison principale, c'est que de toute façon, on a une double pression à la fois des entreprises, qui souhaitent avoir des compétences nouvelles, des profils nouveaux dans les étudiants. Et donc, on doit répondre à cette demande. Et puis, on a la pression des étudiants, qui sont une nouvelle génération. Notre directrice générale, Delphine Monceau, dit toujours, les étudiants qu'on intègre aujourd'hui, qui rentrent dans nos écoles, ce sont des étudiants qui ont appris à liker sur Facebook avant d'aimer, quoi. C'est ça. Voilà, qui vivent dans le digital. Alors attention, on dit toujours digital native, c'est une expression qu'il faut prendre avec des pincettes. Digital native dit qu'ils ont toujours connu le digital, qu'ils ont évolué dans le digital, pas comme nous. C'est pas comme nous, on est né quand Internet n'existait pas, voilà, on peut le dire. On écoutait des CD ou des cassettes, voilà. Ou des vinyles. Donc, digital native, pour moi, c'est le fait d'évoluer dans un environnement digital. Ça ne veut pas dire qu'ils sont agiles dans le digital. Donc, nous, on doit aussi les accompagner de ce point de vue-là. Donc, on a cette double évolution, quoi. Des étudiants qui arrivent, qui sont des digital natives, des entreprises qui ont besoin d'évoluer, donc les écoles ont besoin de se transformer. Après, chacun va à son rythme. Alors, en ce qui concerne Neoma, vous avez investi dans un bâtiment. Je recevais Delphine Monceau, la directrice générale, qui affichait un investissement de l'ordre de 300 millions sur l'ensemble des campus. 300 millions sur 5 ans, oui. Sur 5 ans, ce qui est énorme. Oui, ce qui fait quelle est la part consacrée à cette approche digitale? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est dans le projet même des nouveaux bâtiments? En fait, justement, si je reviens à ce que j'ai dit dans l'intro, qui est la transformation technologique, quand on pense le campus, on ne pense pas digital et architecture. Par contre, la grande chance qu'on a, c'est qu'on mène nos transformations digitales et en même temps, on va avoir ces nouveaux campus, et notamment celui qui ouvrira en septembre 2021 à Paris. Donc en fait, le digital ou cette évolution des modes d'enseignement imposés par le digital ou influencés par le digital, on l'a pensé dès le début dans la conception des bâtiments. L'erreur, ça serait de penser qu'il faut mettre de la techno pour mettre de la techno. Oui, c'est ça. C'est évolutif. C'est évolutif. La transfo, la métamorphose, c'est avoir des lieux mobiles, c'est avoir des espaces qui ne ressemblent pas à des salles de cours traditionnelles. C'est être capable de s'adapter à tous les besoins, en fait. Est-ce qu'on peut dire que le cours traditionnel est fini? Le cours traditionnel dans un amphi avec 300 personnes, il est fini. D'ailleurs, il y a des écoles qui n'ont même plus d'amphi, on m'a dit. C'est possible. Il y a toujours après, quand vous recevez, vous avez des conférences, des événements, vous avez bien besoin d'avoir un amphi quand même. Quoi. Il y en a un, quoi, c'est ça. Voilà, mais c'est surtout, l'idée, c'est qu'il soit mobile. L'amphithéâtre qu'on aura dans ce nouveau campus, à un instant T, il est en configuration amphithéâtre. L'instant d'après, il peut être en mode groupe de travail, événement autre. Enfin voilà, il doit s'adapter, quoi. Pas les sièges fixes qui ne bougent pas et qui n'évoluent pas. Donc et si je reviens sur ce côté de transformation complète, du même coup, les bâtiments doivent évoluer, on doit mettre de la techno, mais nous, on a voulu avoir
la partie digitale du nouveau campus, elle doit être au service de l'étudiant. Ça, c'est important. Une fois encore, si on ne met pas de la techno pour mettre de la techno, c'est qu'est-ce que ça apporte comme service ou comme avantage supplémentaire à nos profs, à nos étudiants, dans le cadre de la vie de tous les jours, qui est d'être en cours et d'avoir des enseignements. Alors, les étudiants, est-ce qu'ils sont sensibles? Alors, vous dirigez aussi le marketing et toute la communication. Est-ce qu'ils sont sensibles aux arguments autour de la culture digitale, on va dire? En fait, je pense qu'au-delà du mot digital, qu'ils peuvent prendre par moment comme un mot un peu fourre-tout, Oui, et ça, voilà, qui n'exprime pas grand-chose, c'est l'expérience qu'ils vivent qui est importante. Et le digital, le digital et la transfo digitale, c'est comment je fais évoluer l'expérience étudiante et comment je fais évoluer l'expérience du prof. Moi, si je résume 2-3 grandes idées fortes, qu'est-ce que ça permet aujourd'hui le digital? Premièrement, ça soutient la diversité. Quand on dit les écoles doivent recruter différents profils, des littéraires, des gens qui ont fait des sciences humaines, et c'est important. Enfin, je pense qu'en France, on a eu un retard à un moment donné là-dessus par rapport aux anglo-saxons, par exemple, notion d'humanité, liberal arts, etc. Bah, quand on intègre des gens qui viennent avec des profils littéraires, ils ont des connaissances dans certains domaines plus avancées que d'autres par rapport à un étudiant de prépa qui a suivi son cursus classique, puis ils ont des lacunes sur d'autres sujets. Le fait de pouvoir leur dispenser des cours, par exemple online, en amont, permet de les intégrer beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Donc pour nous, le digital, ça soutient cette notion de diversité. Le digital aussi, on déploie un outil aujourd'hui, une nouvelle plateforme, qui nous permet à la fois de les conseiller. On collecte plein de data sur tous nos diplômés. Donc on sait dire qui est où, qu'est-ce qu'il a fait comme parcours, etc. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Voilà, et surtout, ça nous permet de détecter les tendances sur les métiers naissants. Et donc, quand on a nos conseillers carrières qui sont avec les étudiants ou quand on échange avec les entreprises, ça nous permet de conforter ces choix et de dire aux étudiants, attention, tiens, il y a ça, c'est naissant, peut-être tu devrais prendre tel cours ou telle spécialisation. Donc, par la data, en fait. Par la data. Par la data, parce que voilà, un exemple ne fait pas tout. Par contre, quand on a 60 000 diplômés dont on analyse les datas, ça commence à faire sens. Ça commence à avoir du sens. Ça commence à avoir du sens. Alors, vous êtes engagé dans une compétition mondiale avec Neoma, hein, vous êtes classé dans les classements internationaux, dans les rankings internationaux. Est-ce que la concurrence entre grandes écoles, entre grandes business schools aux États-Unis, en Europe, en Asie, se fera aussi sur la capacité à faire face à ce défi? Oui. D'abord, on ne peut pas dire qu'on prépare des étudiants au métier de demain si nous-mêmes on ne s'implique pas la notion de transformation digitale, qui est une des conséquences de l'évolution des métiers de demain. Donc, être capable de prouver, d'argumenter face aux étudiants sur le fait que on est prêt, qu'on est capable de les aider justement à cette incertitude de demain, parce que beaucoup de métiers vont apparaître ou vont changer. Donc cette transformation digitale est ce qu'on est en train d'y faire. Voilà, quand je prends l'exemple de dire on détecte les tendances sur les nouveaux métiers, c'est un moyen de les convaincre de venir chez nous. Deuxième exemple, c'est la réalité virtuelle. On a été pionniers sur la réalité. Vous étiez les premiers à proposer des casques. On est leaders mondiaux sur le sujet. Personne n'a formé autant d'étudiants que nous dans le monde avec la réalité virtuelle. Alain Goudet, qui en est à l'origine, intervient régulièrement dans des colloques internationaux pour montrer justement les best practices de Neoma dans ce domaine. Quand on l'analyse, d'abord, on peut l'utiliser quand on fait la promotion de l'école à l'étranger. Aujourd'hui, là, je parlais avec une étudiante qui est rentrée d'Afrique, quelqu'un d'autre SAF qui est rentré d'Afrique. Elle était avec des étudiants la semaine dernière. Elle leur a mis le casque, ils ont pu faire un mini-cours comme ça. Voilà, ça les aide à vivre. Et en fait, sans dévoiler les résultats d'une étude qu'on va publier bientôt. Et pourquoi pas ici? Mais dont je vais te donner quelques éléments en primeur. Ce qu'on a constaté dans l'enseignement avec la réalité virtuelle, l'acquisition des connaissances se fait pareil qu'un cas classique. Donc c'est rassurant parce qu'il n'y a pas de perte avec la réalité virtuelle, voilà, il n'y a pas de dérive. Par contre, les étudiants sont beaucoup plus enthousiastes. Oui, la gamification, c'est quand même... En fait, l'engagement est beaucoup plus fort et donc la mémorisation des cours est beaucoup plus forte. Voilà, je vous avais dit qu'on en saurait plus avec Benoît Anger sur demain, sur les chemins de l'enseignement supérieur. Alors, on ne sait pas tout, mais ça nous éclaire pas mal. Merci beaucoup, Benoît Anger. Merci beaucoup, Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de Neoma Business School. On vous souhaite bon vent et bonne transformation digitale, j'ai envie de dire. Merci, Gilbert. À bientôt.